Bonjour et bienvenue dans notre podcast Parcours Conversation Yabana Mboka. Votre podcast qui parle de choix, des responsabilités, mais surtout votre podcast où l'on parle vrai. Aujourd'hui, pour ces premiers épisodes, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un, en tout cas une personne que vous êtes obligé de connaître, non pas sur base de ses titres, mais sur base de son cheminement, de sa constance et de son parcours. Surnommé les coachs sur mesure, mesdames et messieurs, nous accueillons tous le coach Eugène Kandolo. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Surtout pour ces premiers épisodes qui sera autant plus particulier et de recevoir une personnalité aussi grande que vous. Un grand honneur pour moi. Merci beaucoup coach. Un proverbe africain dit que mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Est-ce que ces proverbes vous parlent par rapport à votre propre parcours? Ouais, ça me parle. Ça me parle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que coach, l'un des sujets que je traite beaucoup, c'est les sujets de la vision, connaître c'est à quoi on est appelé, se découvrir et tout. Mais la vérité, c'est que c'est pas tout le monde qui se découvre tout de suite. Et même dans la Bible, il y a que quelques personnes, 3 ou 4, pour qui on a annoncé avant leur naissance c'est qui les attendait. Donc je parle de Jean-Baptiste, je parle de Jésus, je parle de Samson. Mais tu verras que dans la Bible, il y a plusieurs personnages. Et pourtant, tout le monde ne connaît pas au départ ce qui va devenir, et même ceux à qui on a annoncé. Parce que non seulement on leur dit que vous serez X, mais on leur donne des principes liés à leur destinée. Mais ils n'ont pas fait un parcours carrément linéaire. On a vu que Samson, bien que connaissant un truc, il a quand même vendu le secret, on l'a coupé les cheveux. C'est pour dire que tout le monde a le droit de tâtonner, mais il faut être en action. Le proverbe me parle dans la mesure où il faut que nous puissions nous réveiller. Quelqu'un a dit que, un autre proverbe, la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Mais après, même si je dis que il faut se réveiller tôt quand on sait ce qu'on va faire, quand on part quelque part, on peut aussi se réveiller tôt et rester là. Mais l'essentiel, c'est que si je comprends bien ce proverbe, il y a l'idée de l'action. Il faut pas rester dans la paresse, il faut pas rester dans la procrastination, il faut se déployer. C'est important. Et c'est même l'une des recommandations de Dieu. Parce que Dieu appelle l'humain à être actif. Soyez féconds, multipliez, agissez, entreprenez. Donc ça veut dire, soyez en activité. Et nous pouvons dire que vous avez réellement respecté ces principes bibliques, puisque votre parcours a prouvé que vous avez été très actif, d'écrivain à auteur, de coach en accompagnateur de jeunes, des entrepreneurs. En fait, ces parcours est déterminé par quel état d'esprit? Est-ce que j'ai respecté le principe? Ça serait faux si je dis que c'était sur base de principe, parce que j'étais un enfant. Il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui sont au fond de nous qu'on ne sait pas expliquer par A plus B, mais on sent l'élan de le faire. C'est vrai que très tôt, j'ai commencé à lire. Et ça m'a permis de me cultiver. Des expressions, de proverbes, de citations, de compréhension, de gros mots. On se donnait même un peu, quand on est jeune, tu vas lire un nouveau mot, tu viens créer une discussion pour que tu utilises ces mots-là, pour qu'on sente que tu as utilisé le mot comme, Camelot, ou je sais pas moi, quand je me rappelle encore, j'écrivais une lettre à un ami, et puis j'ai mis des gros... Ah, ça c'est quel mot? En fait, pour dire que autant on est dans l'action, ce qui est vrai, qui fait que mon parcours soit un peu tout ce que vous racontez là, c'est une succession de faits. Déjà que je viens au monde pas dans un contexte très facile. Donc je viens dans un contexte assez difficile, assez compliqué. Déjà ça me donne d'avoir un autre état d'esprit, de quelqu'un qui n'attend pas trop qu'on l'aide. Et malheureusement ou heureusement, ça a toujours été un peu ça. C'est vrai qu'il y a des moments où je me suis plaint, je dis mais je donne un peu plus que ce que je reçois. Mais ça serait faux de dire que
toute la vie. Je n'ai pas eu d'aide, de main de soutien. Et les plus grands distinguos que je parviens à faire, c'est que la plupart des gens qui viennent avec de main d'association, c'est des gens que je ne connaissais pas avant. Souvent, c'est parce qu'on regarde à ceux qui nous entourent, aux amis immédiats, qu'on a la déception. Donc, il faut juste se dire qu'il n'y a rien que l'on fait sur la nature, dans la nature, qui ne nous revient pas, bien comme mal. Un peu comme ce qu'on appellerait la loi du karma et tout ça. Donc, il faut continuer à faire du bien, plus il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, mon parcours est transversal, zigzag, mais fait aussi de beaucoup d'épreuves. C'est ce qui a fait que ça puisse me grandir, m'affermir et me permettre à ce que je puisse avoir le mental que j'ai. Est-ce que ces trois mots, discipline, engagement et foi, s'y rapportent textuellement à votre parcours? Oui, je peux dire. Les mots, même les concepts, certaines personnes m'appellent comme ça, cas possible. C'est le nom aussi de mon entreprise, c'est le nom de la branche d'édition, les éditions cas possible, ce label. Ce mot, en fait, est basé sur la démonstration de la foi. Le cas possible, c'est deux choses, la foi et la puissance de Dieu. Je me dis, c'est vrai que ce cas de Kandolo, et puis cas possible, mais c'est cas de CAS, un cas. Okay. Un cas possible, dans une multitude, dans un environnement, dans un marmot de personnes pessimistes. Et le pessimisme, je le constate d'abord dans notre environnement, les Congos, où on entend des phrases du type « Est-ce que yom torobong samboko yo, mboko kobongate » et tout ça, « Bate kaboka toka bolambongo » Et dans cet environnement où ce pessimisme s'est fait accompagner de la paresse, de manque d'initiative, de non-rêve. Et je me dis, dans cet environnement, qu'est-ce que je fais? Je veux être ce cas possible là où la jeunesse pleure, le pays nous a volé notre rêve, on ne fait pas assez. Ben justement, je veux, dans cet environnement-là, me dire que même si les Congo étaient une terre déserte, moi je suis cette graine qui va finalement germer et produire de fruits. En fait, ça c'est la foi. Et la discipline, effectivement, il y a des choses que moi j'ai pas fait. Non pas parce que on m'a interdit, et c'est pour montrer un peu l'état d'esprit de l'enfant que j'étais déjà. Moi, par exemple, c'est pas parce que c'était interdit à l'église que j'ai abandonné de prendre la bière. Je suis né dans une famille où on vendait même la boisson, tout le monde dans ma famille prenait la bière. Mais moi, à 6 ou 7 ans, j'ai arrêté parce que, quand j'étais enfant, comme on vend la bière, dans des casiers, de fois, il y a des bouteilles de petites particules de liquide, de bière restent. Et je me suis retrouvé un jour, j'ai pris une bouteille, j'ai pensé que c'était à boire, une boisson, et je me suis rendu compte après que c'était du pétrole. Wow. Et il n'y avait pas une grande personne. À cet âge-là, je n'ai pas voulu en parler. Et je crus que dans la minute que je vais mourir. J'ai attendu 1 minute, j'ai attendu 2 minutes, j'ai attendu 5 minutes. Ben, je sais pas, est-ce qu'on ne meurt pas de pétrole? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était un miracle. Et à ce moment-là, à cet âge-là, je pris la résolution de ne plus jamais prendre la bière. Juste parce que vous avez confondu la bière avec du pétrole. Est-ce que tu vois un enfant de 6-7 ans prendre pareille résolution et rester comme ça? C'est quel enfant de 6-7 ans qui prend de la bière Non, mais justement, quand les enfants ne savent pas cerner, c'est quoi, quelle est la boisson de grandes personnes et des trucs. Je t'ai dit qu'on est dans un environnement où il y a tout plein de casiers, où on vend la boisson. On a carrément une mini terrasse accommodée à truc, donc à la maison. Les gens viennent, les trucs. Ben, c'est dans cet environnement-là. Quand on finit de servir les bouteilles, on les ramène. Les grandes personnes qui sont là ramènent et c'est déposé un endroit dans un coin de la maison comme une sorte de dépôt. On a une grande maison, il faut dire, il y a plusieurs chambres et tout. Mais l'enfant que tu joues, notre maison, vous jouez partout où vous voulez. Et tu peux prendre une bouteille. Et puis, gorgée. Donc, et depuis à ce moment-là, tu t'imagines, je prends une résolution à cet âge que je ne peux pas. Et ça, c'est un grand indicateur de la capacité de se discipliner, de prendre des décisions et de les respecter. Et j'en ai eu autant comme ça au cours de ma vie qui ont permis à ce que ça puisse structurer la personnalité que je bâtis au fil des années.
La personnalité que vous avez bâtie au fil des années, cette personnalité-là repose sur quel principe? Moi, c'est d'abord l'intégrité. Je crois que j'ai parlé trop quand je parle de valeurs, même pour construire son leadership. Le principe d'intégrité, c'est intimement attaché à moi. Et avec ça, il y a la dignité, le sens de l'honneur. Je ne brade pas ça. Je ne brade pas ça. Et Dieu merci, j'ai connu le Seigneur et j'ai fait asseoir toute la continuité de ce que je peux faire sur le principe, notamment de la foi, mais de principes, de valeurs chrétiennes qui permettent à ce que je mette de garde-fous sur... j'ai pas fait trop de folie, moi. Donc, j'ai pas fait... Souvent, les gens disent, on faisait ceci. Moi, il y a des choses, depuis que j'ai grandi, depuis l'époque, aujourd'hui, Internet est à la portée des gens. Ça veut dire que tu peux entrer sur Internet, chercher tout ce que tu veux. Mais je n'irai jamais sur un site pornographique. Parce que déjà à l'époque, les films enfants non admis, les enfants mentaient leur âge. Tu as 14 ans, 13 ans, tu mens que tu as 18 ans pour que tu entres. Mais moi, je ne les faisais pas. J'ai jamais eu des goûts pour regarder ce genre de trucs. Donc, c'est-à-dire, il y a deux choses. Je sais pas, la nature de l'enfant que j'étais. Est-ce que je suis particulier, mystérieux? Non, je sais pas, mais c'est un peu ça que j'ai structuré ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait. Même les histoires de boîte ici, je suis allé en boîte, il y a qui me colle par curiosité. Et puis c'était un jour où il y avait personne pendant la journée pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez. Donc c'est pour dire que on n'a pas besoin de dire que on a tellement vécu de choses que même non. Pour moi, il y a des choses. Je n'ai pas attendu les conséquences de ça. Je me suis juste dit, c'est pas mon truc. Et puisque vous n'avez pas vécu tellement de choses, en partant de ces parcours qui intègrent le coaching que vous apportez à la jeunesse, est cadré sur quelle base? Parfait. D'abord, il faut dire que le coaching m'a trouvé. Okay. Si je vais dire ça comme ça. Quand j'ai commencé à voir le truc motivateur, coach, c'est des choses que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Moi, j'étais encore jeune, donc j'ai 18 ans, 19 ans. Mais les parents me confient des enfants qui ont 3 ans, 2 ans d'écart d'âge avec moi. Ça veut dire quelqu'un de 16 ans, il est presque de ma génération, mais on me les confie parce que les parents ne savent pas, ils sont lassés en fait de sa turbulence et trucs. Et ils me confient et je réoriente. Et ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Je me rappelle, Serge, peut-être qu'il me suivra, il était lui, le fils unique de ses parents. Ils avaient 2 sœurs et lui, c'était le fils aîné. Il était très propre, un enfant joyeux et tout. À un moment donné, ils ont eu des difficultés avec ses parents et tout. On commençait même à les tabasser, on les liait dans le plafond, mais ça ne donnait pas de solution. Et jusqu'à ce que le parent m'ont contacté, Papa Paul, il m'a dit, mais ce gars, ils te prennent pour modèle et tout ça, mais regarde et tout ça. Est-ce que j'ai dit, ok, donnez-moi le temps. J'ai discuté avec Serge. Et puis, je l'oriente, il m'a dit non, d'ailleurs. Il me parle, notamment à l'époque, il m'a confié, le parent était de la Rose-Croix, et il voulait absolument. Or, lui, avec les temps, il grandit, il écoute les autres jeunes, et tout ça, il trouve pour lui que ce n'était pas quelque chose de bien. Ça les gêne de trucs. Et on l'oblige. Que parce que tu es notre fils, tu dois être. C'était l'une des pommes de discorde entre lui et ses parents. Et comme il était le fils, le garçon, on a commencé à monter sa sœur contre lui. Donc il y avait un peu de choses dans ce sens. Et faisant aussi que c'était l'adolescence, la puberté, avec les hormones, dysfonctionnement, l'égard devenait un peu brutal vis-à-vis de ses parents. Mais j'ai canalisé, orienté, je suis rentré vers les parents pour leur dire non, je crois que c'est vu l'âge et tout ça, orienté, ça. Il est devenu calme. Mais on a gagné en tout point de vue. Il n'est pas entré dans la Rose-Croix comme ses parents voulaient. C'est vrai que quand il était peut-être jeune, il y allait inconsciemment, mais maintenant il a refusé. Mais entre-temps, les parents ont apprécié son comportement à la maison. Même si après, ils ont fait de moi la cible pour me recruter, en se disant que si on le recrute lui, le gars le suivra. Ils n'ont jamais réussi à le faire. Donc, et je faisais ça. Le coaching, pour moi, est basé sur le fait que je puisse dans la culture. J'observe, je vis dans la... Moi, je n'ai jamais été hypocrite. C'est pas le type de chrétien, on me dira, est-ce que tu ne connais pas Théodora? Mais je la connais. Je connais Dadju, tu vois. Exactement. Donc, nos
frères qui font la musique gospel, deux fois tu écoutes la plupart de leurs sons et même de phrases, c'est ce que tu as écouté chez Dadju, chez truc. J'avance comme cette phrase, je l'ai entendue dans le gospel actuel, mais c'est une phrase qui est utilisée. Mais les pasteurs ne connaissent pas. Moi, c'est l'avantage que j'ai. Tu vois, ben, avec aussi cette interculturalité, mais aussi la transversalité de mon parcours. Parce que moi, j'ai fait le secteur privé, j'ai fait le secteur public, j'ai fait le monde de l'humanitaire, les organismes internationaux. J'étais consultant dans plusieurs organismes. J'ai continué toujours de temps en temps. Et ça m'a donné d'avoir l'aperçu transversal. C'est comme ça que, même en tant que coach sur les questions de l'entrepreneuriat, je suis à l'aise. J'ai travaillé pour le Fonds national de microfinance en accompagnant des jeunes sur la création de leurs entreprises avec les méthodes MEIA, micro-entreprises associatives. J'ai travaillé dans des organismes internationaux. J'ai travaillé dans une grosse multinationale de communication et marketing intégrée à 360 degrés. Ça nous donne l'aperçu de marketing sur le banque, sur le brassicole, sur les cosmétiques, sur tout type de trucs. En fait, ça te donne un background assez particulier pour aborder n'importe quelle question. Quel beau parcours nous avons là, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, c'est un monsieur, un coach qui évolue dans l'humanitaire, dans le privé, dans le public. Mais en fait, qu'est-ce que signifie réellement ces parcours? C'est maintenant le moment du tambour. Et que Maramio ceci, mais Maramio a la priorité dans nous. Député, il faut aller à donc on le fait dans la session parlementaire il y a septembre à décembre. Débat Maramio il faut essayer à année aux Zolan. Donc le bélango temps et ce qui va lobby, ça veut dire que ce député a Burundi pour battre il peut y avoir 30 dans la proposition. Comment on peut choisir les propositions à titre anonyme? C'est pour ça qu'il faut être dans les réseaux. Coach, nous venons de suivre une vidéo. Est-ce que cette vidéo vous parle? Ouais, ça me parle énormément. Ça, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de choses qui passent parce que c'est un élément d'un grand processus qui a eu beaucoup d'autres, mais qui a eu aussi une issue, je vais dire, un peu malheureuse, mais ça me parle beaucoup. Ces jeunes, qui étaient-ce? Bon, là, on est dans un quartier reculé vers la commune de Ngaliema. Parce que en fait, quand vous êtes en campagne, voilà, parce que c'était une campagne, vous allez vers la population pour demander des voix, mais moi je pense que c'était aussi important un lieu. C'est ce que je fais déjà, mais je voulais aussi que pendant cette période-là, je puisse davantage conscientiser. Parce qu'il est très important. On ne devrait pas seulement aller manipuler ceux qui doivent nous voter pour qu'ils nous donnent leur voix, mais avoir un peu cette sincérité de leur dire, de leur inculquer de valeurs, d'orienter sur le bien fondé de soi, de la nation, de l'appartenance à une belle histoire de la destinée d'un pays, du rôle que l'on devait jouer. C'est en fait une conscientisation globale sur le sens du patriotisme, mais aussi sur de valeurs, mais aussi sur les réalités du rôle du député, par exemple. Parce qu'on vient, on vous dit, dès que je passe, je vous fais ceci. Mais est-ce que dans la possibilité d'abord du calendrier des activités de l'Assemblée nationale, est-ce qu'à peine quelqu'un élu, il peut résoudre votre problème dans un mois, dans le mois qui suit? Donc c'est faux, parce que tous les mois qui vont suivre, il y a d'abord des validations de trucs, des députés, des mandats. Ça peut prendre plus d'un mois, et puis après il y a une plénière, et puis après il y a des reconnaissances et ceci. Donc quelqu'un qui vous dit que dès que je passe, le lendemain je fais quelque chose que vous attendez, ça serait faux. Donc c'est en fait cette sincérité, cet élan d'intégrité vis-à-vis de nous-mêmes que l'on transmet dans une population qui du reste, on l'a découvert, la culture politique n'y est pas. La culture tout simplement n'y est pas, et on est vraiment, on a un réel problème de changement de mentalité, parce que de toutes les façons, c'est la qualité de la population qui produit en fait la qualité de l'élite dirigeante. Et je peux te dire que on a un travail à faire.
On a un travail à faire parce que la qualité de la population produit justement l'élite dirigeante. Mais est-ce que vous avez trouvé une jeunesse réceptive ou plutôt une jeunesse plutôt renfermée sur elle-même? Des endroits où on va consolider ce qu'on a toujours fait, des gens qui nous connaissent déjà, qui nous suivent, qui nous prennent comme modèle, on vient juste en remettre une couche. Mais il y a des endroits où les gens ne vous connaissent pas. Comme par exemple la vidéo là, je connais quelques-uns, mais plusieurs étaient curieux, plusieurs n'étaient pas forcément des gens de ma base. Ou de gens qui, parce que là c'est vraiment un environnement mixte, c'est pas forcément des gens qui ont le réseau social ou qui vont dans des conférences où je suis, ou vous voyez les milieux déjà dans lesquels c'est les Kindele, c'est les Kamunganga, donc avec leur mentalité, il faut se remettre dans leur peau. Et voilà, utiliser leur langage. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on t'impute ce que les autres députés, candidats avaient fait avant. Ça, c'est dans la forme. Hein. On vous dit, tout ça. Et puis, voilà. J'ai dit, c'est parce que vous considérez que les voix sont achetées que quand quelqu'un vous donne son argent, il ne vous doit plus rien. Ah oui, ça est solo. Mais après, à la fin, la même personne demande de l'argent. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est pas évident. C'est grave. C'est pas évident. Ils se plaignent que les gens sont partis, ils ne sont plus jamais revenus depuis Bazaïli. Mais ces gens, quand ils étaient venus, vous leur avez obligé de l'argent. Mais ils ont donné de l'argent pour être quitte avec vous. Quand ils partent, non, ils vont se comporter comme ils veulent parce qu'ils ne vous doivent plus rien. Ils avaient acheté le voix. On fait un deal, soit vous me donnez les voix sans rien, je retournerai. On reparlera et chaque fois je serai là. Or, vous, ici, vous exigez l'argent. Alors, si je vous donne l'argent, je ne vous dois plus rien. C'est logisme normal. En tout cas. Et alors, quels ont été pour vous les plus grands inconforts dans ce parcours? Parce que un parcours ne manque pas d'échecs, ne manque pas de moments des déceptions. Non, mais la campagne était belle. Pour parler de la campagne, mais ma vie de manière générale, j'ai eu beaucoup de moments d'inconfort, mais qui m'inspire. Un peu comme quelqu'un dit, les plus beaux livres sont sortis des moments les plus inconfortables. Et tout ça, je me rappelle, les plus beaux poèmes dans mon livre Solfège d'espoir, ce sont des poèmes qui racontent des moments de douleur. Les injustices que j'ai eues, par exemple, à l'IFASIC, ou sans fausse modestie, toute l'université mise ensemble, si on parlait des top 5 de meilleurs étudiants, j'en faisais partie. On a fait tout pour m'empêcher d'être assistant, pour me rapprocher de cette barre de 70%. Donc, ça veut dire que c'est des choses où je me dis toujours qu'il faut qu'il y ait un plaidoyer pour qu'on revoie les mécanismes de choix même de ceux qui doivent devenir des assistants des professeurs. Parce que beaucoup de bourriques, subitement, à la dernière année, ils ont plus de 70%. Ils sont de pire petits, on fait de désassemblage, on tue en fait l'avenir de notre pays. Moi, je peux pas envoyer mon enfant étudier à l'IFASIC quand je vois la qualité, par exemple, des collègues bourriques qui ont été faits des enseignants. Ça veut dire que dans l'avenir, je peux pas. Et ça tue. J'ai fait 2 poèmes sur ça, sur des injustices de l'université. J'ai fait des poèmes sur un moment inconfortable que j'ai eu quand je devais démissionner d'un travail où je ne me sentais plus J'ai parlé des poèmes, des moments un peu intimes. Mon poème Partir, il raconte des inconforts qui, quand les gens viendront dans un atelier où je parle du livre, on va rentrer dans les formes. Mais à peine quelqu'un peut comprendre, partir de la maison, parce que j'ai quitté la maison chez nous très tôt. Moi, même toute l'université, je l'ai fait chez moi. Et pourquoi? Mais c'est des réalités de vie. J'ai grandi déjà dans un environnement, comme je dis, moi je suis vraiment un peu un self-made man par mon parcours. Je suis né dans un environnement hostile. Mes parents divorçaient quand je venais au monde. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai vu mon père qu'à l'âge de 12 ans. Et c'est comme ça que cet environnement, j'ai grandi, ça m'a forgé. Ça m'a forgé des conflits entre les deux familles. Ça fait que on était un peu des fois un peu comme cachés. On ne veut pas qu'on soit vu par la famille de papa. Des fois, des fonds de polémique. On est enfant, on subit ça. Et puis je vis mon père pour la première fois à l'âge de 12 ans.
merveilleux père, donc j'ai eu une relation brève, mais des qualités avant sa mort. On a passé des moments beaucoup forts. Je retiendrai toujours que une semaine avant sa mort, alors qu'il a beaucoup d'enfants et tout ça, il m'a appelé, il m'a demandé de prier pour lui. Pour moi, c'était très fort, c'était significatif. Lui, il est catholique, moi, je suis des églises évangéliques, mais j'ai senti qu'il y avait une considération par rapport à ma foi, l'exemplarité que j'étais et les résultats que je produisais dans la vie. Et ça, c'était très important. Les inconforts donnent toujours l'avantage quand on sait s'en servir. J'en ai eu beaucoup, des trahisons, des gens en qui j'ai investi, mais qui se sont retournés contre moi, des gens à qui j'ai donné le premier travail de leur vie, mais qui aujourd'hui peuvent se coaliser avec des gens pour m'abattre. Donc, c'est des choses à un moment. Est-ce que tu dois continuer à faire du bien? Mais c'est ma vocation. En tant que coach, en tant que mentor. Donc, il y a ça, mais toute mon histoire est forgée sur ça. Et quand je regarde avec beaucoup de recul, je me dis, ça vaut la peine. Autant j'ai eu ces gourmets électoraux, pour moi, ça a toujours été une histoire d'injustice. Et le pays ne devait pas se construire comme ça. Je ne le dirai jamais assez. Il y a des gens à l'époque qui m'ont dit, non, tu ne peux pas condamner, tout ça. Mais, parce qu'on devait s'accommoder pour avoir... Non, mais il faut être vrai avec soi-même. Parce qu'il ne faut pas que 20 ans plus tard, je dise autre chose que ce que je peux dire aujourd'hui. Ces élections-là ont été entachées. Ça a même entaché la belle élection du chef de l'État, qui était bien élu, hein, parce que les gens honnêtes vous diront, on a fait les tours de plusieurs centres, donc il n'y a pas eu de truc. Mais malheureusement, comme c'était couplé avec les législatives, on a vu des gens. Donc le Parlement est assis un peu sur une sorte d'injustice, et ça ne peut pas élever la nation. Des fois, on ne comprend pas comment on a une belle équipe, mais on perd, on ne part pas loin dans la CAN et tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait des pesanteurs spirituels sur la nation. Des pesanteurs spirituels sur la nation, c'est très Donc, grave. pour moi, c'est quelque chose. Nous, on avait nos propres moyens, qui n'étaient pas de moyens de l'État. Imaginez que vous vous battez dans une course où vous avez des moyens limités, vous faites votre petite belle campagne, et que quelqu'un qui a les moyens de l'État et qui n'a pas réussi, mais après on le proclame. Au-delà du fait qu'ils avaient, quand je dis moyens d'État, c'est-à-dire, tu vois des gens qui ont des panneaux comme s'ils étaient candidats présidents. Alors qu'ils ne sont que des candidats députés. Ils ont des caravanes motorisées. Vous faites une belle campagne, vous touchez les gens, vous voyez le retour, mais après, tout le monde sait, et beaucoup d'hypocrisie collective. Et même des pasteurs qui dirigent des institutions. Tout le monde sait que personne, juridiquement parlant, ne peut avoir de preuves devant la Cour constitutionnelle. Ça, on ne le dira jamais assez. Sur base de quoi on fait des procès à la Cour constitutionnelle? Parce que les accréditations des témoins, par exemple, c'est par regroupement. Et ce n'était pas évident dans des petites salles des classes que les gens puissent avoir. Tu arrivais, tu trouvais, nous sommes près de 1000 candidats, mais il y a à peine 14 accréditations. C'est grave. Et donc, on va pas rentrer dans le truc, mais c'est des choses sur base de quelles. Mais ça nous a permis un peu comme l'histoire de Obama, qui a eu des revers. Il n'est pas juste devenu président, hein. Il a essayé pour la première fois aux primaires démocrates, il a eu une raclée. Je crois qu'on l'a battu 74 à 20 quelques %. Donc, mais rien ne présageait que cette personne qui a été battue, avec beaucoup d'humiliation comme ça, demain il sera. Le destin de l'humain, on peut avoir des moments d'inconfort, mais quand on sait ce qu'on est et où on va, après avoir pleuré, il faut finir son deuil, s'élever et continuer sa course. Magnifique. Au travers de vos différentes conférences et de formations de formateurs, puisque vous êtes non seulement formateur, mais vous êtes formateur de formateurs, qu'est-ce que vous avez observé comme blocage au niveau de la jeunesse, mais également au niveau des leaders que vous accompagnez, que ce soit ici en RDC ou au niveau de la diaspora? Oui, c'est une très belle question. Il faut dire d'abord que c'est une passion. Si c'est pas une passion, tu peux pas continuer. Souvent, j'ai comme impression, pas qu'impression, mais j'ai vu que des non-congolais prennent un peu plus avec valeur ce que vous faites. J'ai eu par exemple un coaching avec un Togolais. Quand j'ai vu son CV,
Ben, j'étais tenté de dire que son CV était beaucoup plus grand que le mien. Mais il me dit, j'ai jamais entendu quelqu'un m'apprendre, m'orienter sur le personal branding comme tu l'as fait. J'ai contacté, j'ai côtoyé des coachs ici à Lomé, à Togo, en France et tout ça, mais jamais. Et ça, c'est des... Et puis, il me dit, Eugène, je suis encore enseignable. Une phrase formidable de trucs. Et j'ai de belles expériences. Je suis allé à Brazza, tu arrives comme ça, les gens sont impactés. Moi, je dis, moi, l'avantage, c'est que je suis coach, non pas par profession, mais par vocation. Et c'est ce qui me maintient. Maintenant, je souffre aussi d'une chose. Le fait que, pour ma passion pour la jeunesse, les gens ont réduit tout ce que j'ai fait dans la vie à la jeunesse. Je ne dis pas que c'est mauvais. Le coach de jeunes. Mais pourtant, j'accompagne des entreprises. Cette année qui vient de se terminer, j'ai eu le plus gros marché d'accompagnement de formation des grandes structures en partant du patronat. La FEC, je fais un team building avec la FEC. Ils m'ont dit 12 ans. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont jamais eu une activité de qualité comme ça, une activité paraprofessionnelle. Ça, c'est les témoignages, le cadre de la FEC. Je fais avec le manager de PPC Barnett, une multinationale, formation de formateurs. Toutes les fiches d'évaluation étaient au point que quelqu'un dit, mais il n'y a personne qui peut parler négativement. On dit, mais toi, commence à parler négativement. J'ai fait avec la Bracongo. Un cadre qui a fait 16 ans m'a dit, on a toujours de formation ici, mais je pense que la Bracongo doit signer un contrat avec toi de manière permanente, comme formateur permanent, parce que c'était... Vous voyez ça, j'accompagne. J'étais avec dans la conception de la team building, dans la transition de leadership de Engen, qui est une grosse multinationale dans la distribution de carburant et tout. Stratégie, conception topique et tout ça. On fait ça. Comme je l'ai dit, je suis transversal. Moi, j'ai accompagné des ministres, des députés. On a formé parce que j'étais coordonnateur programme réflexion prospective sur le processus de à RDC. J'ai accompagné des ligues de femmes de partis politiques, des ligues de jeunes. On a forgé des gens. Et ça, c'est pas la jeunesse. Et tout ça dans la simplicité. Ça, c'est pas la jeunesse. Et quelqu'un me dit, non, il est coach des jeunes. J'aime bien ça. C'est très passionnant. Mais les gens les disent pour te réduire, en fait, à quelque chose. À une catégorie. Vous voyez, et pourtant, en fait, je crois que les Congos devraient me protéger. Il faut pas qu'ils attendent que l'Algérie aille m'honorer comme on a honoré Lumumba pour lui donner la Jeep. Nous sommes toujours réactifs. C'est quand les autres plébiscitent Papa Wemba et on veut faire quelque chose que nous, on réagit pour faire maintenant les obsèques. On ne devait pas être comme ça. On devait être un pays qui construit, qui honore le sien avant que ce soit les étrangers qui viennent les honorer. C'est exact. Mais quand on parle de valeur ajoutée, dans votre travail, en fait, de quoi s'agit-il réellement? Des compétences, de l'état d'esprit ou simplement de l'impact que l'on laisse chez les autres? Non, mais c'est tout ça. Je dis toujours que la vie n'a d'essence que dans la plus-value qu'on en apporte dans d'autres vies. Et cette plus-value peut être un conseil, peut être un mot gentil, peut être un sourire, peut être un renforcement de capacité, peut être une information. Nous sommes dans ce qu'on appelle le siècle de l'information. Information dans ces trois appréhensions. Information comme data, données. Information comme knowledge, connaissance. Information comme news, actualité. À l'époque, celui qui était plus riche, c'est celui qui avait plusieurs femmes, plusieurs bœufs et vaches. Mais aujourd'hui, c'est celui qui a l'information. Il y a le top 10 des entreprises, le top 10 des hommes les plus riches du monde. Ils sont dans l'information. Elon Musk, c'est du data, c'est de la télécommunication, c'est vraiment en pleine information. On peut aller jusqu'à là. Donc l'information est très importante. Et la plus-value, la valeur ajoutée que l'on amène dans la vie des autres, pour moi, c'est l'accompagnement parce que je suis dans les développements personnels avec son incidence sur les développements sociaux et les développements professionnels. Parce que voyez-vous, même si vous êtes premier de la classe, si cela n'apporte pas quelque chose à la communauté, ça ne vaut rien. Même si vous avez fait 94%. C'est pour cela que les entreprises, quand ils recrutent, ils disent capacité de travailler en équipe. Parmi les critères, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est très important. Et nous, on apporte ça. Et valeur ajoutée, c'est aussi un concept, une conférence, un rendez-vous du donner, du recevoir,
où on se challenge un réseautage, l'impactation sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes particulièrement et voilà, le développement personnel de manière générale pour toute personne qui vienne. Et depuis 2020, on a lancé ça, Valeur Ajoutée, une conférence d'impact, alors d'impact. On a fait 2 premières éditions, il y a eu des débordements, on a fait la 3e édition, 1000 personnes dans la salle Showbuzz. Et cette fois-ci, vous avez décidé d'amener Valeur Ajoutée directement on va aller à Paris parce que quand on a fait Valeur Ajoutée de Showbuzz, 1000 personnes dans une journée où la ville était dans la psychose, ça crée des demandes. Entre autres demandes en province. C'est comme ça qu'on a fait des tournées. Lubumbashi, je fais 2 fois Hypnose. On a fait Moon Palace à Kolwezi. On a fait Gloria à Mbujimai. Mais il y avait aussi une demande dans la diaspora. L'année passée, on a fait double valeur ajoutée et pour la première fois, on a expérimenté l'expérience de streaming. On fait ici, mais 5 pays, les gens suivent en streaming, ils ont payé en live la conférence. États-Unis, Canada, France, Belgique, Afrique du Sud et 4 provinces, des gens sont inscrits. Et ça nous a donné l'idée de dire on peut aller sur place apporter quelque chose dans la mesure du possible. C'est comme ça qu'on a commencé par Valeur Ajoutée Europa Tour, en commençant bien sûr par Paris, parce que nous avons une correspondance directe avec le coach Julia que nous avons déjà invité ici, avec qui on a fait les LUDEC. Et voilà, donc et son mari, le coach Roulian, qui sont certifiés John Maxwell, qui font un travail formidable là-bas. Et c'est comme ça qu'on se dit, on doit apporter quelque chose. En tout cas, c'est une très belle initiative. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, nous serons très bientôt à Paris, si bien sûr le coach Etienne nous invite. Alors, avant de terminer, puisque nous tendons vers la fin, le coach Etienne va devoir sélectionner. Entre mes mains, ici, j'ai 3 cartes spécialement pour lui. Parmi ces 3 cartes, vous allez en prendre qu'une seule. Ok. Vous allez la lire pour nous et vous allez nous donner la réponse. Je vais prendre celle qui est au milieu. Je sais pas pourquoi. Avez-vous déjà perdu le fil de vos idées en pleine activité? Oui. Et j'ai pris ma revanche parce que je ne suis pas un gars à me laisser faire. Et c'était dans la salle de Collège Boboto. Je n'oublie toujours pas. C'était une activité des structures des jeunes. Je me rappelle, on avait invité Martin Fayoulou à l'époque. Nous sommes en 2012 ou 13 comme ça, au nom de la coalition de la jeunesse congolaise qui était issue. C'est en 2012. La coalition de la jeunesse congolaise issue de la table ronde qu'on avait organisée avec toutes les organisations et les leaders des jeunes pour réfléchir sur les 50 ans d'indépendance et les 50 ans à venir. Et au sortir de cette table ronde, on a mis en place une coalition de la jeunesse congolaise avec un secrétaire général et j'étais le secrétaire général adjoint. Paix à son âme, Trésor Kassia, qui était le secrétaire général, un leader qui a beaucoup impacté la jeunesse congolaise. Et comme c'était eux les initiateurs, nous étions comme les opposants au sein de cette table ronde, parce que nous étions des invités. Nous n'étions pas à l'initiative. Et on a créé l'équilibre. Vous, les organisateurs, vous prenez le premier poste. Nous, l'opposition, on prend le deuxième poste. C'est comme ça qu'on avait trouvé un compromis et j'étais l'adjoint. Mais quand on a fait cette activité, eux, ils avaient un autre agenda. Parce qu'ils roulaient pour le pouvoir de l'époque. Et ils voulaient ramener toute la jeunesse un peu dans la dynamique. Et pourtant, chacun est libre d'opinion et d'appréciation. Et il y avait beaucoup de choses que nous dénoncions. J'ai dénoncé dans les régimes de Kabila. Et dans cette activité, il y avait cette accommodation. Et mon intervention allait dans l'essence de conscientiser, de dire qu'on n'est pas aligné. Et je crois on avait coupé le micro, quelque chose comme ça. Et puis après, ça m'a fait perdre un peu. J'avais comme bloqué ce que je devais dire. Et j'ai perdu un peu les fils d'idées. Mais c'était resté vraiment une tâche. C'était resté vraiment un très mauvais souvenir. Comment vous êtes senti pendant ce temps? Non, j'avais que envie de disparaître. Je ne sais même plus si j'avais, après l'activité, j'étais resté. Je crois que j'étais même parti. Donc c'était vraiment, parce qu'il y avait plusieurs interventions et quand je suis passé, donc on m'a perturbé en fait. Mais j'ai pris ma revanche en 2018 dans cette même salle.
Et là, j'étais en terrain presque un peu hostile et j'ai remonté la pente. C'était le rendez-vous des culturels. Ok. Il y avait 8 intervenants. Maïka Mounan, Ethel Gombe, Lexus Légal, Ados Nombassi. C'était le plaidoyer des culturels qui préparait déjà comment ils vont participer aux élections. C'était les culturels face aux enjeux de l'heure. Les enjeux de l'heure, c'était les élections. Et on est parti, écrivains, éditeurs et tout ça, conférenciers, je suis culturel. Et j'intervenais, 2 intervenants avant moi étaient hués. Maïka Mounan qui était entré en difficulté avec la salle parce qu'on a ramené les débats de Sokoda, parce qu'ils parlaient des droits d'auteur. Et ils étaient en conflit à Sokoda, la Société des droits d'auteur, et les gens ont ramené des questions là-bas. Ça l'a perturbé. Ethel Gombe qui représentait Trace, et il y avait des musiciens dans la salle qui ont posé des questions pourquoi leur musique ne passe pas sur Trace Kitoko, Trace et tout ça. Il a donné des critères, ils ont dit ils répondent à tous ces critères, mais malheureusement, ils ne passent toujours pas. C'est devenu aussi un débat personnel et ça crée un peu de tension. Et les gens commencent même à sortir. C'est dans ces contextes que je passe pour faire mon intervention. Et les gens disaient déjà avant, notre culture, Bozolo Banalinga Latte, français. Alors, mon intervention était en français. Il fallait savoir comment je vais les trucs. Et je peux te dire, j'ai hypnotisé la salle parce que quand j'ai pris parole, j'ai dit, est-ce qu'on peut s'écouter? Ici, on est les culturels et l'une des caractéristiques d'un culturel, c'est sa capacité d'être libre, la liberté artistique. C'est cette liberté qui me pousse à choisir quel élément culturel je vais utiliser. La langue étant un élément culturel, Je vais parler en lingala. je vais parler en français parce que dans notre constitution, Ok. il est dit le français est la langue officielle, virgule, il y a aussi 4 langues. Et les gens étaient calmes. J'ai fait mon propos, les gens dehors commençaient à rentrer dans la salle. Et j'ai pris ma revanche avec cette salle. Et j'étais très à l'aise et j'étais très content. Tous les gens, même hostiles, venaient après mon speech parce que quand je suis rentré dans le vif, waouh. On espère juste que vous n'allez pas prendre votre revanche avec notre podcast. Parce Non, que mais tout le podcast se passe très bien. Je ne cale pas. Et puis après, c'est quand même très lointain. Je ne dis pas que je suis invulnérable, mais je crois qu'il y a des choses je peux plus caler dans Ça une vous arrive émission. aujourd'hui d'en rigoler, d'en rire? Oui. Oui, De vous dire que c'était des moments assez... oui, crispant et tout ça, mais bon, il fallait que ça arrive pour que je puisse avoir une histoire à raconter. Mais bien au contraire, le trac, ça ne manque pas. Même si j'ai déjà fait 1000 conférences, quand j'ai fait la 1001e conférence, je tremble. Même si les publics ne les voient pas. Quand je leur dis, est-ce que vous savez que j'ai tremblé? Oh non, comment toi tu fais des conférences? Je tremble parce que sans les tracks, il n'y a pas de performance. Exactement, sans le track, il n'y a pas de performance. Coach Eugène, d'ailleurs, parmi les particularités que nous avons remarquées sur votre parcours, c'est la multitude de trophées que vous avez reçus. Et d'ailleurs, à mes côtés se trouvent 2 d'entre eux et je me demandais, qu'est-ce que ces trophées signifient pour vous? Bon, les trophées, ça signifie beaucoup de choses en même temps. Mais la chose qui me vient beaucoup à l'esprit, c'est, comme je l'ai dit toujours, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais comme l'impression que je courais derrière le trophée. C'est anecdotique, mais je suis très subtil. Moi, tout est message. Chaque fois que j'avais 15 ans, les critères, je pouvais avoir toutes les compétences pour répondre à quelque chose, mais les critères, c'est limité à 14 ans. Chaque fois que j'avais, par exemple, 18 ans, il y a un concours, par exemple, des écrivains, l'âge limite, ça devait être 17 ans. On appelle ça Yombo. Chaque fois, et ça, je l'ai vécu à l'époque, l'État donnait des cadeaux à tous les 3 premiers lors de la proclamation, privés ou conventionnés, catholiques, toutes les écoles de l'État. Et en première primaire, j'étais 4e. Ça veut dire que les 3 premiers ont pris les trophées et moi, je n'avais pas de cadeau. Et en 2e,
j'ai pris ma revanche. J'ai commencé à être premier de la classe depuis deuxième primaire. Et cette année-là, il n'y avait plus de cadeaux. L'État ne donnait plus de cadeaux. Alors, à un moment donné, je me suis dit, au lieu de courir derrière le trophée, je vais faire de ma vie un trophée. Et les objets de même nature s'attirent. Et Dieu seul sait, un peu comme tu l'as dit, j'en ai autant, ça c'est juste pour le mois de décembre ici, à cette fin d'année, que j'ai reçu ce trophée de meilleur conférencier motivateur de Domiprel Business, et c'est ce trophée de Devenons Fort qui m'ont donné les trophées. Pour eux, je suis une légende, parce que il y avait une vingtaine de personnes qui ont eu les trophées à cette soirée. Tous leurs étoiles commençaient là et descendaient. J'étais le seul qui avait une étoile qui débordait. On a expliqué que c'est la différence parce que ça, c'est les trophées de légende. Ça veut dire que tout le monde avait les trophées communs et le mien était différent. Ça me va droit au cœur, ça me parle parce que souvent, ce sont des gens que je ne côtoie pas qui me donnent des trophées. Et ça fait du bien. Nous sommes dans un environnement où tout le monde sait que les trophées ici, certaines personnes achètent des trophées. Exactement. Il y a des organisations où on vous dit, on t'a nominé, mais il faut que tu donnes l'enveloppe de autant. J'ai comme impression d'avoir acheté. J'aurais une conscience pas tranquille. Et c'est pour cela, en fait, je prends à juste valeur ce genre de trophée. L'année passée, j'ai eu à la fin de l'année une structure des jeunes qui m'a donné trophée pour les meilleurs inspirateurs de la jeunesse. Ça m'a beaucoup touché. J'ai vu une structure qui m'a donné 2 trophées, catégorie meilleur coach et catégorie meilleur auteur. Ah bon? Donc, et ça me parle beaucoup. Ça montre aussi que ce que nous faisons a un impact. Des fois, on ne se rend pas compte de ce que nous faisons, mais ça a un impact au-delà de la sphère que nous imaginons. L'initiateur de Devenons Fort, je l'ai croisé dans un supermarché, il m'a dit « Oh, vous nous inspirez beaucoup ». Je ne les connaissais pas. Donc, les trophées, ça me parle. Merci. Merci beaucoup, coach. Le trophée vous parle et il nous parle également. Ces trophées sont le signe même de votre capacité à transmettre, mais également votre capacité à impacter le genre au travers des actions positives. Alors, coach, je m'en vais autour d'une question qui essaie de gratter un peu ma tête, une question qui me trouble. Comment on fait pour être à la fois auteur, conférencier, écrivain, je ne sais plus quelle casquette encore vous donner, puisque vous êtes en même temps coach en développement personnel et voilà, vous accompagnez les leaders. Finalement, en fait, coach, vous faites comment? Moi-même, je me demande comment je fais. Je me demande comment je fais, mais un peu comme, je vais dire, Dieu ne donne pas des talents à quelqu'un sans lui donner la capacité de les gérer. Je suis tenté de divulguer un secret, mais ça reste. Il faut divulguer, j'en ai besoin, moi. Ça reste. Vous savez, comme je l'ai dit ici dans mon parcours, il est transversal. Déjà, ça me donne des aptitudes de répondre à plusieurs questions dans plusieurs domaines. Donc, j'ai fait les sciences de l'information et de la communication. La communication est un boulevard qui peut vous amener à n'importe quel chemin si vous êtes sérieux et vous savez ce que vous utilisez. Mais j'ai travaillé dans les secteurs privés, j'ai travaillé dans les secteurs publics et j'ai travaillé dans le monde humanitaire, dans le monde des organismes internationaux. Ça me donne un aperçu des vues entrecroisées. Vous comprenez? Mais du reste, un peu comme David dans la Bible, Dieu lui a donné de chanter, il tuait les ours, il tuait les Goliaths, il avait la royauté, il était berger. Et il y a des choses qu'on peut faire concomitamment, il y a des choses qu'on peut faire simultanément, il y a des choses qu'on peut faire pour arriver à faire d'autres choses. Par exemple, pour aller chanter chez les rois, il faut que tu chantes devant le brebis, que quelqu'un ait vu, qu'il aille dire, on connaît un jeune qui chante. Et c'est comme ça. Pour les conférences, les livres, ça c'est complète. Mes idées que j'ai fait dans des conférences, quand j'ai développé les sujets, ces sujets peuvent être transcrits dans des livres. Les sujets que j'ai écrits dans des livres, on peut en faire des thématiques pour des conférences. Donc c'est complémentaire. Il y a des choses sur lesquelles, en fait, c'est tout à fait naturel que ça se complète. Coach, conférencier, écrivain, ça se complète. Surtout que moi, je l'ai dit,
Moi, je fais du book business. Moi, je fais pas de livre passion où tu vas me retrouver dans un environnement des passionnés de la littérature, la Pléiade, les quintes. Non, 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 non. Je suis pas dans ça. Je prends mes idées qui peuvent transformer l'humain, je les mets dans les livres et je sors. C'est comme ça que, par exemple, mon livre qui va sortir tantôt, j'ai dit que c'est pas un livre commercial. Ça sera hors série. Parce que ce n'est pas des idées que je vends. C'est un livre de vie. Héritage, autopsie de la jeunesse congolaise pour un nouveau paradigme de vie. Parce que c'est un livre, en fait, qui ne concerne pas tout le monde. Je pense comme ça. C'est un manifeste. C'est mon regard sur tous les parcours que j'ai fait avec la jeunesse en tant que témoin, observateur et acteur et ce que je pense comme perspective pour un nouveau paradigme d'avenir parce que la jeunesse est définie comme l'avenir. Donc, je pense que ce n'est pas un livre commercial. Quand je fais un livre de développement personnel, je veux que tout le monde le lise. C'est pour cela que j'imprime le plus possible, bâtir sa propre légende. C'est comme si Ewutio Manatonga, chaque fois ça se termine et on imprime. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu cela. Donc, on sait toujours gérer. Alors, coach, nous tendons vraiment vers la fin. Alors, si vous deviez laisser un message à ces jeunes qui vous suivent, à ces publics qui vous suivent, pas seulement la jeunesse, parce que vous n'êtes pas seulement le coach des jeunes, nous les signalons que vous êtes une personne aux multiples casquettes. Quel message laisseriez-vous à la jeunesse congolaise et à toutes les personnes qui nous suivent? À la jeunesse congolaise, je dis ce que j'ai toujours dit. Il faut apprendre à rêver. Parce que le rêve, c'est même le moteur de la vie. C'est ce qui vous motive à vivre. Vous devez vivre pour quelque chose. La raison pour laquelle vous êtes prêt à vivre, mais aussi pour laquelle vous êtes prêt à mourir. Pas forcément au premier degré de mourir. Alors, il faut rêver. Pourquoi? Parce que personne ne va vous interdire de rêver. Mon ami Christian Bossembe dit qu'il n'y a pas de taxe sur le rêve. Rêvez grand, comme Ellen Johnson dit, si votre rêve ne vous effraie pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore rêvé. Mais sachez qu'entre le rêve et sa réalisation, il y a un parcours, et souvent ce parcours est fait des ronces et des épines. Pour éprouver ton rêve, tu dois passer par des moments d'inconfort, par des obstacles, parce que finalement, ça reste juste une vague ambition. Mais si c'est réellement un rêve, tu vas expérimenter ce que je dis dans mon livre Solfège d'espoir, dans le poème « Le rêve est un fardeau ». Mais croire en son étoile est un don, un pouvoir. Donc le rêve peut peser pour vous. Ça peut peser. Tu sens vraiment que tu as envie même de te débarrasser de ces rêves. Un peu comme... mais tiens bon, parce que c'est toi qui sais. Ce ne sont pas les autres, c'est toi qui dois nourrir ton rêve, qui dois l'arroser. Et ça, c'est très important à savoir. Parce que si tu rêves, tu dois te donner les moyens d'en arriver. Les moyens, c'est les compétences. Et paraphrasant Chateaubriand, Napoléon Bonaparte rappelle que l'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Or, aujourd'hui, les compétences sont à notre portée. Il y a des podcasts, il y a des tutoriels, il y a tellement de choses qui vous donnent des connaissances gratuitement. Si je vais dire comme ça, avec 1 giga, vous pouvez avoir autant de connaissances parce que vous êtes connecté. N'allez pas sur TikTok pour ne voir que ceux qui dansent. Il y a tellement de programmes riches et enrichissants. Donc, si on est danseur alors? En fait, tu peux apprendre comment on danse. Okay. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a Afro M. Elle vient de partir à Dubaï juste parce qu'elle danse. Elle commence à voyager, voir le monde, juste à la danse. Le problème, c'est le professionnalisme que tu mets dans quelque chose. Exactement. Donc, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, coach, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc, pour moi, c'est un honneur. Surtout que c'est l'édition Prime. Le Prime de Prime, nous commençons avec Cas possible. Ouais. Ça me fait du bien, ça ressemble à un trophée. Merci encore une fois coach Eugène pour votre disponibilité, votre sincérité et surtout pour l'histoire que vous nous avez relatée sur votre parcours qui va inspirer plus d'un, nous le croyons, et qui va surtout nous inspirer également personnellement. Merci à vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes, que ce soit à Kinshasa ou que ce soit à l'étranger. C'était pour vous Myriam Ndia-Pezo aux côtés du coach Eugène Kandolo pour le premier podcast Parcours, Conversation à Banamboka.